toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur le juge Jean-Pierre Rosenweg. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation dans un moment très difficile où un témoignage venant de la part d'une personne qui a consacré une grande partie de sa vie aux affaires des enfants, c'est très important pour notre auditoire de comprendre un petit peu l'enjeu de ce que nous vivons actuellement. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur le juge est président du tribunal pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014 et aussi il enseigne le droit pénal des mineurs à l'université de Nanterre et son dernier ouvrage, Rendre justice aux enfants, édition de Seuil, mis à part la présidence d'un grand nombre d'associations consacrées à la protection des enfants. Monsieur le juge, ma première question, si vous le permettez, sur le plan juridique, comment peut-on définir l'incitation à la haine raciale? L'incitation à la haine raciale, c'est un délit qui relève du tribunal correctionnel et qui est tout à fait non seulement punissable mais puni. Et apparemment, l'intéressé Éric Zemmour n'en est pas sa première. Donc, lui qui s'amuse à dénoncer les délinquants réitérants un peu partout, il devrait bien s'appliquer à lui sa propre dénonciation. Voilà, donc il y a effectivement des qualifications pénales qui peuvent être recherchées. On verra ce qu'en pense le procureur de la République de Paris qui, si j'ai bien compris, a engagé une enquête préliminaire. On verra la suite qui sera donnée aussi aux plaintes qui ont été portées par un certain nombre d'associations, je pense au groupe SOS, je pense à la CNAP, ou qui ont été portées aussi, c'est assez original, par une quinzaine de départements de France. Exact. Donc il y a quand même pas mal de gens dans ce pays qui estiment que les propos du polémiste non seulement sont contestables moralement, éthiquement, factuellement, on en parlera peut-être sur les faits, il raconte n'importe quoi, mais sont aussi pénalement répréhensibles. Donc laissons la justice fonctionner, elle est saisie et moi je suis pas très inquiet sur le fait que cette situation est prise très au sérieux. Sans aucun doute, faisons confiance à la justice, mais il y a une question qui revient à l'esprit. Ce monsieur parle d'enfants immigrés. Comment peut-on faire la différence sur cette notion d'enfant immigré ou pas? Et quel impact aura-t-il sur les autres enfants qui écoutent, bien entendu, qui suivent les médias via les réseaux sociaux à travers ces annonces qui sont irresponsables de la part d'un monsieur qui est soutenu par une chaîne de télé CNews? Alors, quand vous dites que Éric Zemmour vise les enfants immigrés, je crois que c'est pas exactement cela. Il vise une catégorie qui sont les mineurs étrangers isolés, c'est-à-dire ces enfants qui viennent de l'étranger, qui se trouvent sur le territoire français, sinon européen, sans la protection parentale et qui, de son point de vue, Éric Zemmour, sont tous des délinquants, des voleurs, des violeurs, des agresseurs, etc. etc. Alors déjà, Éric Zemmour mélange tout. Il mélange la délinquance de rue, qui est une réalité, commise notamment en région parisienne par des jeunes qui ont pu venir du Maghreb, des Marocains, des Tunisiens, c'est une réalité. Il y a des enfants qui fuient leur pays, on verra après pourquoi, et qui se retrouvent tels des enfants des rues qui j'allais dire, refusent tout d'ailleurs, par rapport aux mineurs étrangers isolés qui sont des enfants de la migration, ceux qui sont envoyés par leur famille et leur communauté pour étudier, gagner leur vie, envoyer de l'argent au pays, se sauver et sauver la communauté. Les enfants des rues que vise Éric Zemmour, eux sont en conflit avec leurs parents, sont en conflit avec leur pays, sont en déshérence souvent dans leur pays et en déshérence ici en France et ils ne demandent rien. C'est une réalité que certains commettent des délits, c'est pas la peine de nier tout cela. Et puis il fait un autre amalgame avec effectivement une délinquance plus organisée de certaines communautés où les enfants participent d'une industrie du vol. En d'autres termes, dans ces jeunes qui peuvent être délinquants, il y a très peu sinon pour des vols de subsistance parce qu'ils sont à la rue ou en grande difficulté, il y a très peu, ça je peux l'attester comme juge, des mineurs étrangers isolés. Donc c'est là où Éric Zemmour mène un combat politique, il mène un combat politique pour la sauvegarde de la France qui de son point de vue est déjà morte, je crois que c'est la dernière phrase de son livre, la France est morte, donc pour lui elle est morte parce que il y a trop d'immigrés dans ce pays et il se bat contre les flux migratoires. Il ne vise pas les mineurs issus de l'immigration qui sont en France. Il vise les enfants de la migration.
les mineurs étrangers isolés. Et là, il fait un amalgame énorme, bien entendu, outrancier. C'est comme si moi, je disais que tous les enfants que j'ai suivis sont devenus policiers, médecins, etc., au seul prétexte qu'il y a quelques mois, sur le quai du métro de la Cité à Paris, j'étais interpellé par un jeune Mauritanien, c'est lui qui m'a dit, qui était effectivement en situation d'illégalité il y a une dizaine d'années, et qui m'a dit, monsieur Rodonnet, vous vous en souvenez, vous êtes occupé de moi, j'ai fait ma nationalité française grâce à vous, mais je lui dis, jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui? Il me dit, moi je suis policier. Si je venais dire, moi, à la radio, que tous les jeunes que j'ai suivis sont devenus policiers, les gens me rigoleraient au nez. Ben, quand Zemmour vient dire que tous les jeunes mineurs étrangers isolés sont des voleurs, des violeurs, des agresseurs, sinon des assassins, son discours est tellement caricatural, tellement, j'allais dire, polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part de quelqu'un qui se prétend être un intellectuel, que, j'allais dire, il se ridiculise lui-même. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'il a de la verve, il a de la qualité, il sait parler, il est sur une grande chaîne de télévision. Au passage, sauf à ma part, le comité d'éthique de Canal+, CNews s'est réuni hier et condamne ce type de propos et ce type d'émission. Il faut aussi se souvenir que pour cette émission-là, sachant qu'il pouvait éventuellement déraper, il avait été prévu qu'elle serait préenregistrée pour éviter de diffuser des dérapages, si dérapage il devait y avoir, et que M. Zemmour s'est organisé pour violer les consignes de la chaîne, et il a fait son émission en direct alors qu'elle devait être préenregistrée. Donc la chaîne, j'allais dire, ne cautionne pas obligatoirement, je vais être très prudent parce que je n'ai pas suivi les travaux de la commission d'éthique hier, mais la chaîne ne cautionne pas la pratique de M. Zemmour. Alors certes, elle lui offre une fenêtre de tir, certes, son émission, sauf à ma part, est maintenue, mais quelque part, le vent du boulet passant pas très très loin, et puis simplement sur les valeurs, un certain nombre de gens à Canal+, sinon à CNews, ne cautionnent pas, si j'ai bien compris, d'ailleurs même toute la société des journalistes de CNews s'est élevée contre les propos d'Éric Zemmour, en sachant qu'Éric Zemmour n'est pas un journaliste. Éric Zemmour est un polémiste, c'est pas la même chose. C'est pas à vous que je vais faire la distinction entre les deux. Maintenant, vous avez raison, ça peut avoir un impact sur des esprits fragiles, non informés, etc. Mais bon, c'est pas la première fois que des gens tiennent des discours ignobles dans ce pays. Il y a eu l'antisémitisme, il y a des propos anti-arabes. Là, aujourd'hui, il y a des propos anti-migrants. La France sait combattre ce genre de propos. Sauf que, monsieur le juge, comme vous le savez, cet amalgame visé, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années, ça prend de l'ampleur. La société française, trouvez-vous qu'elle est un petit peu fatiguée avec cet amalgame, ce dérapage chaque jour, chaque début d'année, comme vous l'avez pu constater à travers chaque rentrée, hein, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, et il y a toujours cette stigmatisation, j'ose dire, dirigée vers l'immigré, voire le musulman, voire le noir. Ça devient un peu pénible et en connaissance de cause chez nos concitoyens d'origine immigrée ou bien des Français d'origine immigrée. Qu'il y ait aujourd'hui, qu'il y ait eu hier des discriminations en fonction des origines, ça a toujours existé. Je regardais un film hier sur la migration qui rappelait très très bien que les Italiens à la fin du 19e siècle étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, maltraités, voire même étaient tués. Et il y a eu plusieurs, c'est qu'à le dire, crimes qui ont été commis contre les Italiens. On l'a vu contre les Polonais, on l'a vu contre effectivement des gens de la migration maghrébine, de la migration africaine. On l'a vu aussi sur des bases raciales. Notamment c'est l'antisémitisme et c'est pas d'aujourd'hui, l'affaire Dreyfus, j'en passe, et des meilleurs. En d'autres termes, c'est pas d'aujourd'hui, alors que vous soyez épuisé, fatigué, que vous ayez le sentiment que c'est un puissant fond et que ça se renouvelle vous avez raison, ça ne veut pas dire pour autant que la France ne sait pas faire. Elle a vécu depuis au moins 2 siècles sur un fond d'antisémitisme, d'anti-étrangers. Aujourd'hui, c'est plutôt les musulmans de France qui sont visés, encore que l'antisémitisme aussi est une réalité. Bon, ok, c'est une minorité du pays qui est sur ces bases-là. L'immense majorité du pays condamne. Bien sûr, elle est passive, elle n'agit pas, mais elle condamne intellectuellement, elle condamne tous les jours par sa propre pratique respectueuse des droits des personnes, des religions. Je vous rappelle que, par exemple, la loi de 1905,
qui sépare l'État des églises, garantit la liberté de conscience, et on fait en sorte que tous les cultes soient reconnus dans ce pays, à condition que les cultes eux-mêmes ne dépassent pas les limites. C'est pas à eux de commander la République. Voilà. Donc ce sont des combats qui sont menés depuis maintenant quasiment 2 siècles, avec des avancées, des reculades, avec des pressions. Aujourd'hui, on en subit une très très forte, mais qui n'est pas liée. Et contrairement à ce que vous avancez, et c'est pas contradictoire ce que je vais dire, c'est pas dirigé contre les musulmans de France, c'est dirigé contre les migrants, ce qui n'est pas la même chose. Même s'il s'avère que aujourd'hui, encore que ce ne soit pas le cas pour les gamins qui viennent du Sri Lanka, de Chine et d'ailleurs, ils ne sont pas musulmans. Donc c'est le processus migratoire qui est contesté en France ou ailleurs. C'est un débat. Regardez ce qui se passe en Australie avec les gens qui débarquent, regardez ce qui se passe en Amérique avec les migrants d'Amérique du Sud. Regardez comment l'Amérique de M. Trump traite les Américains du Sud qui viennent se réfugier chez eux. Donc, vous voyez, c'est pas le débat sur la religion, même si à un moment donné, on assimile les deux. C'est un débat anti-migration. Et c'est effectivement les pays nantis et les gens qui sont dans des régions plus faciles que d'autres. On sait bien qu'il va y avoir une poussée migratoire liée à la montée des eaux dans beaucoup de régions. Il va y avoir des flux migratoires. Ben, ceux qui sont installés au-dessus de la mer, ils n'ont pas envie de voir arriver ceux qui sont en dessous de la mer. Voilà, c'est un classique. C'est la peur de l'étranger, c'est la peur d'être envahi. Et puis, avec ses contradictions, Madame Merkel en est une très belle illustration, c'est que dans le même temps, les pays nantis, ils n'ont plus la main-d'œuvre qui leur est nécessaire pour faire fonctionner leurs industries. C'était le cas pour la France en 1919, souvenez-vous, où beaucoup de 1,5 million d'hommes étaient morts à la guerre. Et effectivement, il nous fallait des hommes pour reconstruire le pays. Donc, on a ouvert les portes, notamment à la migration polonaise, etc., etc. Bon, actuellement, on essaye de voir comment on peut intégrer ces gens qui ont envie de travailler, qui sont cultivés généralement plus, qui ont survécu à des parcours migratoires qui étaient très durs. Quelle place peut-on leur faire en sachant qu'on a besoin de force de travail, etc. C'est exactement l'attitude de Mme Merkel qui s'est dit, tiens, je vois arriver des gens qui ont 18, 19, 20 ans, je ne vais pas les former à la base, j'ai simplement à les former techniquement, ça va me coûter bien moins cher que de former des gens et des enfants depuis le début. Donc voilà, donc la question est de savoir quelle place on peut faire à la migration, quelle place on doit faire à la migration, aussi au regard de nos valeurs, par exemple, les gens qui sont réfugiés et qui demandent l'asile politique, quoi qu'il arrive, c'est nos engagements moraux, politiques, internationaux, nous devons les accueillir. Alors certains résistent à tout ça, et Zemmour en est une illustration extraordinaire qui estime que ce sont les étrangers qui ont détruit la France, quand d'autres disent que ce sont les étrangers qui ont fait la France. Sauf que, monsieur le juge, il y a quelque chose qui est de taille, à mon sens, qui interpelle beaucoup de monde. Et vous l'avez évoqué au départ. C'est tout simplement l'immigration. Maintenant, on assiste à des enfants à bas âge qui traversent souvent la Méditerranée pour remonter en Europe. Et on les voit, ces enfants qui, dans les rues de Paris et ailleurs, à bas âge, sans aucun attache familiale. Et ces enfants-là posent un réel problème, soit pour la société. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est pour ça que je disais hier dans la commission parlementaire qui m'interrogeait sur ces questions, je leur disais qu'il ne fallait pas confondre les mineurs étrangers isolés qui sont le résultat d'un flux migratoire qui ont une famille, qui ont une communauté, qui sont entre guillemets incités à venir en France, qui sont guidés pour venir en France, qui sont suivis et accompagnés. La caricature, c'est ces gamins chinois qui ont de l'argent en poche et qui ont un téléphone 3 bandes, mais bien sûr tous n'en sont pas là. Tous ces enfants-là sont dans une démarche de loyauté avec leur famille, et eux ne commettent strictement aucun délit. Ils sont là justement pour pouvoir trouver leur place dans la société. À l'inverse de ceux dont vous parlez qui commettent des délits et qui souvent étaient en rupture déjà avec leurs parents dans leur pays d'origine, le Maroc, la Tunisie ou d'autres pays, et qui ont franchi la frontière et qui reproduisent les mêmes processus. Ce sont des enfants des rues chez eux, ce sont des enfants des rues ici. Et là, pour cela, il faut mettre en place un dispositif de soutien, social. Bien entendu, on ne peut pas les laisser commettre des crimes et des délits, ou des délits, plutôt que des crimes d'ailleurs, sans réaction. Donc effectivement, il y aura des punitions si la punition s'impose, mais la punition n'est pas une fin en soi. La punition, c'est pour trouver les moyens
de s'insérer. Donc il faut mettre en place des équipes de professionnels de l'action sociale qui sont dédiées pour ces gamins qui sont issus de telle ou telle communauté, qui connaissent la culture du pays, qui connaissent les ressorts psychologiques de ces gosses, qui sont capables de nouer des liens avec les parents d'origine ou le pays d'origine, qui sont capables de travailler de l'autre côté de la Méditerranée comme de ce côté-ci. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle du travail social. Bon, donc ces gamins-là, effectivement, pour partie d'entre eux, j'allais dire, sont préoccupants parce qu'ils sont réellement en danger. Les gamins marocains qui se droguent, c'est moins qu'on puisse dire, sont singulièrement en danger. Et ils sont dangereux. Faut pas se raconter de blagues. Donc, il y a à gérer ce problème. Mais là où il faut, et c'est le point sur lequel j'insistais, il faut éviter un amalgame. Ces mineurs étrangers qui, effectivement, commettent des délits et qui sont des enfants des rues, ce ne sont pas les mineurs étrangers isolés dont nous parlons et qui sont les fruits de la migration. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, évidemment. Sauf que cette tranche d'enfants venant de l'étranger, ça pose un réel problème politique étrangère aussi. Oui, donc, tout à fait, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut mener, par exemple, sur les mineurs, les enfants des rues de France, il faut mener, c'est ce que je disais hier à la mission parlementaire, il faut mener une action avec les pays d'origine, il faut travailler avec eux, il faut les aider à développer une politique sociale qui leur permettent effectivement de faire face à leurs enfants, de les gérer. Et il y en aura toujours qui fuiront, il y en aura toujours qui migreront vers l'Europe, mais il y en aura bien moins et ils seront mieux traités, parce qu'ils seront mieux traités dans leur pays, oui, bien sûr. Le cas du Maroc, comme vous le savez, monsieur le juge, un grand nombre d'associations dédiées à cette tâche noble de sauver un grand nombre d'enfants, parce que je suis de Casablanca, je vois ce qui s'est passé dans ma ville natale. Mais je vous confirme, moi je suis membre, c'est même moi qui présidais le jury l'an dernier, développé par l'ambassade de France au Maroc, pour venir en soutien aux associations qui prennent des initiatives en faveur des enfants qui sont en difficulté. Donc j'ai pu mesurer à travers les 80 ou 90 candidatures que nous avons eues, et je crois qu'on en a retenu une vingtaine pour les financer, j'ai pu mesurer l'effort qui était développé par la société civile, sinon par les pouvoirs publics, mais en tout cas par la société civile, pour venir en aide à ces enfants. Il n'empêche que malgré tout ça, il y a effectivement des dizaines, je ne sais pas combien les chiffrer, mais d'enfants qui finissent par fuir le Maroc et passer en métropole française, en Europe, en tout cas, et en France en particulier, et qui effectivement sont en situation difficile. Je pense qu'en lien avec ces associations dont vous parlez, les pouvoirs publics français devraient effectivement tenter de renouer les liens avec la famille d'origine, pour voir quels sont les problèmes qui se posent. Est-ce que c'est un problème de relation parent-enfant? Est-ce que c'est un problème psychiatrique? Est-ce que c'est un problème social? Est-ce que c'est un problème éducatif? Est-ce que c'est un problème scolaire? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'immensité des enfants, on a fait l'expérience en France pour les enfants de France, on peut les sortir des difficultés dans lesquelles ils sont à condition de réunir les moyens et de s'inscrire sur la durée. Parce que c'est pas en 5 minutes, par la position des mains sur le front, que le problème va disparaître. Par engager des choses sur la durée en profondeur. Et la première des difficultés d'ailleurs, mais ça c'est l'essence même du travail social, c'est de créer une relation avec ces gosses. C'est-à-dire aller à leur contact, accepter qu'ils acceptent de rencontrer les adultes qui viennent, de dialoguer, de passer du temps avec eux, et petit à petit, non pas en les amadouant, mais en créant une relation avec eux, petit à petit, percer le cœur de leurs difficultés, les amener à exprimer ces difficultés, à exprimer leurs désirs, leurs compétences, leurs qualités, valoriser ces désirs, ces compétences, ces qualités, pour réussir à les désengager de la délinquance. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'action sociale, que nous faisons tous les jours. Bien sûr. Monsieur le juge, vous êtes un homme qui a fait de la politique pendant une période de votre vie dans ce domaine-là. Non, je n'ai pas fait de politique au sens politicien du terme. Non, si voilà. Les propos que je tienne vous apparaissent comme politiques, vous avez raison. Ce sont des propos citoyens et d'un professionnel engagé. Mais ce n'est pas de la politique au sens politicien du terme. Non, je ne parle pas par rapport à ces propos, je parle par rapport au dans le passé, vous avez conseillé, je crois, un ministère. Oui, bien sûr. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, monsieur le juge. Mais moi, même hier, quand j'étais dans la mission parlementaire, j'ai tenu un discours très politique. D'accord. La question qui m'interpelle, c'est que, est-ce que la France, actuellement, je parle de la France de maintenant, la France de la période de la pandémie, a les moyens réels pour soutenir ces enfants, vu qu'il y a déjà une carence énorme pendant le Covid, avec un vide colossal, comme tout le monde le sait, par rapport à cette notion de la délinquance des mineurs,
mis à part ces mineurs spécifiques qui viennent de l'étranger, il y a aussi la délinquance des mineurs, il y a la violence conjugale, il y a plein de choses. Vous avez raison. Le, le, les réponses appellent, les réponses pertinentes appellent la mobilisation de moyens importants. Et en situation normale, ça serait déjà difficile de les obtenir, donc il faut c'est-à-dire aller les arracher avec les dents pour les obtenir. Alors effectivement, sur un fond de pandémie, en sachant que ce sont les mineurs étrangers isolés parmi les mineurs que nous suivons qui ont été les plus en difficulté pendant la période de la pandémie, puisque là franchement ils étaient plus que jamais, ils étaient isolés, et avec un détail que personne ne signale, pendant ce temps-là, le compteur de leur âge a tourné. Exact. Et pour eux, 3 mois, 6 mois, c'est important pour la régularisation. Donc, vous avez raison de dire que le dossier est en tant que tel très exigeant, que dans la conjoncture, il l'est encore plus. Et effectivement, vous avez aussi raison de dire qu'on ne sait pas vers quoi on va demain. On voit bien que la machine économique est en partie désorganisée. En tout cas, elle ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, je dirais, de production. Que donc la richesse va se réduire et que par définition, richesse moindre avec besoin supérieur, ça fait problème. Maintenant, de l'autre bout de la chaîne, vous avez repéré quand même que lorsqu'il s'agit de trouver 100 milliards par-ci ou 150 milliards par-là, quand c'était impossible il y a 6 mois, désormais, ça paraît tout à fait possible. Bon, en d'autres termes, ce pays a une richesse, ce pays a un bas de laine, ce pays est capable de mobiliser des moyens sur les causes qui lui paraissent nécessaires. Par exemple, la sauvegarde de l'emploi, on le fait. On devrait le faire encore plus qu'on le fait sur les vieux qui sont dans les EHPAD. Et il faudra le faire demain dans plein de domaines, domaines économiques, domaines sociaux, domaines culturels. La protection de l'enfance en danger, ne fût-ce que parce que si des enfants aujourd'hui sont en grande difficulté, c'est la société demain qui sera en danger. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça va être dur, mais il y aura une mobilisation. Regardez, il faudrait regarder dans le détail, parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais le ministère de la Justice augmente de 8% son budget. Parmi les postes qui vont être créés, ou les moyens qui vont être alloués, certains le sont sur la protection judiciaire de la jeunesse. Alors il faut regarder si on crée des postes de juges ou des postes de greffiers, ou plutôt, comme je le souhaiterais, on crée des postes d'éducateurs. Mais vous voyez, on a les moyens quand on le veut, plus 8%, on n'a jamais vu ça sur 30 ans ou 40 ans d'augmentation du ministère de la Justice. Voilà, donc de l'argent et des moyens, il en existe. Reste à trouver la volonté, c'est la question que vous posiez, de les mobiliser et d'avoir l'intelligence de les orienter sur les bons objectifs. Bah, ça, c'est le combat politique. Donc il faut déjà faire prendre conscience aux gens. C'est ce que j'ai essayé de faire hier en mission devant la mission parlementaire, qui se préoccupait des mineurs étrangers qui étaient délinquants, et moi j'essaie de leur dire qu'il fallait d'abord traiter la question des mineurs étrangers en général, et que la délinquance n'était qu'un sous-problème du statut qui était fait aux mineurs étrangers isolés. Donc, est-ce qu'enfin ce pays, à l'occasion de la pandémie, au lendemain de la pandémie, va être capable d'avoir sur un certain nombre de points, les mineurs étrangers isolés, une politique globale, où l'État et les départements ont leurs responsabilités en lien avec les associations, chacun sait ce qu'il doit faire et on mobilise les moyens qui sont nécessaires. C'est pas gagné. C'est pas perdu, mais enfin, c'est pas gagné. Il me reste deux petites questions, si vous le permettez, monsieur le juge. La première concernant, comme vous l'avez expliqué, par rapport au pays d'origine de ces jeunes immigrés qui viennent ici. Est-ce que dans votre programme, y a-t-il une possibilité de formation de ces associations sur place ou même ici, ou bien dans un cadre de coopération entre ministère de la solidarité pour l'enfance, donc il y en a, je crois, au Maroc, il y a un ministère à titre d'exemple, de les inciter ou bien de simplement de les mobiliser à travers des actions qui ne coûtent pas trop cher, parce que il y a déjà la formation qui manque, comme on a souvent dit, même par rapport sur un autre volet qui peut être en relation d'une manière indirecte par rapport à ce qu'on est en train de parler. Il faut former les formateurs, parce que ces formateurs manquent énormément de bagages pour faire face à des situations compliquées, parce qu'on ne parle pas simplement, comme vous l'avez bien dit à maintes reprises, la répression, mais la répression n'arrange pas les choses. Écoutez, moi je ne suis pas capable de répondre globalement à l'ensemble des questions que vous posez. Simplement, on peut dire que d'ores et déjà, il y a des travaux qui sont engagés.
je vous parlais tout à l'heure du concours, l'appel d'offres qui a été lancé l'an dernier par l'ambassade de France à Rabat. L'expérience démontre que la France est capable, dans un certain nombre de circonstances, d'avoir une politique incitative, de soutien, puisqu'il y avait certaines sommes d'argent qui étaient données à chacune de ces associations, et avec, comme vous le disiez, le souci de former, d'impulser, de coordonner des actions qui étaient menées. Alors, est-ce que tout ça est à la hauteur du problème? Sûrement pas. Est-ce que ça devrait non seulement être maintenu, renforcé, développé au Maroc, mais aussi mené avec d'autres pays quand nous avons des enjeux communs entre eux et la France? Bon, sûrement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une politique de coopération. Et la coopération française a des points de force, mais là aussi, on le sait, des points de faiblesse. Sauf faire de ma part, mais il faudrait vérifier, on est très loin d'investir dans la partie du PIB qui devrait être consacrée à la coopération au regard des engagements internationaux que nous avons pris. Je pense qu'on était relativement sous la barre des engagements que nous avons pris. Alors on fait plus que d'autres, mais on fait bien moins que certains. Et en tout cas, on fait moins que ce à quoi nous nous étions engagés. Donc vous avez raison, vous pointez un vrai problème où il faut, là encore, faire pression sur les pouvoirs publics. Alors la difficulté, il ne faut quand même pas se raconter de blagues, hein, surtout avec des catastrophes comme celles qui arrivent dans le sud de la France, c'est que le gouvernement est confronté à 1001 priorités et qu'il faut qu'il les tienne toutes. Et c'est pas si simple que ça, et tout ça dans une enveloppe ou dans une approche budgétaire, même si elle est totalement différente de ce qu'elle était. On est moins dans les 3% et dans les équilibres financiers. On a compris qu'il fallait investir pour faire redémarrer l'économie, mais il n'empêche que les budgets sont quand même relativement contraints. Et puis il y a aussi dans la tête, parfois, ceux qui nous gouvernent n'ont pas toujours la claire vision des enjeux, de ce qu'il faudrait faire. Il faut aussi mener le combat idéologique culturel, et c'est là où on peut rejoindre le début de l'échange, où des propos tenus par des gens comme Éric Zemmour nous font régresser, il faut les combattre, et à l'occasion, j'allais dire, redresser la barre. Moi, c'est ce que, là encore, je répète, c'est ce que j'ai fait hier dans la commission parlementaire sur les mineurs étrangers isolés qui seraient source d'insécurité. J'ai essayé de m'appuyer sur Zemmour pour contrer ce discours et pour essayer de reconstruire quelque chose. C'est ma dernière question concernant ce monsieur Éric Zemmour, surtout par rapport à ses condamnations à maintes reprises. Donc ce monsieur lui-même, il a été condamné jusqu'à la Cour de cassation. Donc il devient un récidiviste. Selon vous, monsieur le juge, que vous connaissez les lois mieux que moi, lorsqu'on est en face d'un récidiviste, comment peut-on amener à le faire rappeler à l'ordre, vu que ça continue? Donc l'histoire des 10 000 euros, j'ai l'impression... Mais je pense que ce qui va se jouer dans les temps qui vont venir, c'est la mise en cause de la responsabilité pénale, sinon civile, du diffuseur. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler, heureusement, on est dans une démocratie, on ne va quand même pas lui couper le cou, mais on peut effectivement faire en sorte de ne pas lui offrir des plateaux et des micros. Et ceux qui offrent plateaux et micros ont une part de co-responsabilité dans les dérapages. Je vous ai dit tout à l'heure que la chaîne avait essayé, mais elle avait été bernée, d'éviter de diffuser des propos de cette nature-là en demandant à ce que l'émission soit enregistrée, prévisionnée avant d'être diffusée. Ces ordres n'ont pas été suivis, elle doit prendre des sanctions. Et si elle cautionne d'une manière directe ou indirecte, implicite ou explicite ces propos, il y a là encore des sanctions qui sont possibles. Sauf erreur de ma part, le CSA peut sanctionner financièrement, sanctionner même, je pense qu'on peut interdire d'antenne, on peut aussi fermer l'antenne un certain temps et on peut fermer l'antenne totalement. Et puis il y a une sanction qui est bassement économique. Les diffuseurs, d'après mes informations, les diffuseurs se détournent, les publicitaires, les entreprises sont actuellement en train de se détourner de ces news parce qu'effectivement ils ne veulent pas être associés à des propos qu'ils ne cautionnent pas. On l'a vu dans le passé quand certains sportifs ont eu des pratiques qui étaient contestables sur le plan moral et sur le plan juridique.
leurs sponsors se sont retirés et ils les ont laissés tout nus sans quoi que ce soit. Donc des sanctions contre l'intéressé, oui, la situation de récidive fait que les peines encourues sont supérieures. Maintenant, aucune menace de peine n'a jamais empêché quelqu'un de commettre un crime, donc c'est pas comme ça qu'on peut résoudre le problème. Et on peut aussi s'attaquer aux conditions dans lesquelles le crime se développe, en l'espèce privé d'antenne ou faire en sorte que s'il est amené à s'exprimer, M. Zemmour est en face de lui des contradicteurs qui ne le laissent pas dérouler son... La grande difficulté, si j'ai bien compris, moi j'ai jamais suivi cette émission, c'est qu'il est lui-même l'animateur de l'émission. Effectivement, il peut difficilement s'auto-censurer. Alors je sais que la chaîne, c'est visible, va exiger de lui qu'il y ait sur le plateau des personnes qui sont capables de lui tenir tête, mais faut-il que ce soit lui qui soit l'animateur de l'émission? Ça, c'est le problème c'est la responsabilité de la chaîne. Bien sûr. Et ici, elle ne prend pas les mesures qui sont adaptées à la situation, c'est-à-dire empêcher M. Zemmour de violer les règles, parce qu'il faut rappeler les choses par leur nom. Il n'en fait qu'à sa tête. Ben, quand quelqu'un n'en fait qu'à sa tête, celui qui est responsable, le parent, l'enseignant, le chef d'entreprise, il en tire les conséquences. Je t'ai demandé que l'émission soit préenregistrée, tu refuses qu'elle le soit, tu arrives en retard sciemment pour empêcher le préenregistrement, bah écoute, pendant 15 jours, tu n'auras plus d'émission. Pendant 6 mois, tu n'auras plus d'émission. Je ne sais rien. C'est pas à moi de gérer la chaîne. Bien sûr, bien sûr. Monsieur le juge Jean-Pierre Rosenwig, je tiens à vous remercier infiniment. J'appelle notre auditoire à feuilleter et à acheter ce beau livre, Rendre justice aux enfants aux éditions de Seuil. Vous parlez sur la problématique de l'enfant. Donc, l'enfant, il est aussi en danger. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il peut être dangereux, mais il est aussi, avant tout, il est en danger. Et cette dangerosité, c'est la responsabilité de nous tous. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je vous prie. Merci. Merci, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.